Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce comité PME, PMI un peu spécial. Un peu spécial parce que déjà c'est samedi, mais on travaille quand même. Avant d'aller dans le vif du sujet et donner la parole à nos speakers et nos invités d'aujourd'hui, juste pour rappeler, donc tous les jours nous avons un briefing en ligne quotidien à 17h30. Le lien Zoom reste le même, il apparaîtra dans le chat. Aussi, nous avons mis en place un sondage pour comprendre la situation des Français suite au message du ministère. Donc le lien vers cette enquête sera aussi dans le chat. Et pour vous rappeler que nous avons donc une hotline, hotline@ccfr.ru. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos questions, nous y répondrons directement ou lors du briefing. Voilà. Et notre chaîne Telegram, bien évidemment, elle apparaîtra dans le chat. Voilà, merci. Je passe la parole au speaker. Je vous présente. Bon, alors, si vous ne les connaissez pas, Yann Sotti, directeur de Welcome Abroad, et Alexandre Stefanesco, directeur général d'Atsal. Voilà, ils sont tous les deux coprésidents de ce comité. Et je vous laisse la parole. Merci. Tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier la Chambre de commerce de tous les efforts et de tout le travail que vous faites, parce que je pense que ça rassure énormément notre communauté. Et puis, je vous remercie de nous donner aussi aujourd'hui la parole pour parler d'un point important, donc, qui est lié au départ, effectivement, alors, on va dire des Français, mais on va dire des Européens, un petit peu tout le monde. Néanmoins, il semblerait que les sondages qui ont été faits, je crois que tu as fait ton sondage et d'autres personnes ont fait son sondage, beaucoup de personnes restent en Russie pour l'instant, il n'y a pas vraiment de départ. Mais pour ceux qui souhaitent partir ou pour ceux qui sont sur le départ, nous sommes aujourd'hui justement réunis pour essayer d'obtenir un maximum d'informations pour savoir qu'est-ce qui peut être fait. Comment ça se fait, est-ce qu'on est bloqué, est-ce qu'on n'est pas bloqué, voilà. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Alexis Saporta, qui est spécialiste sur tout ce qui est déménagement internationaux, qui va pouvoir nous ouvrir un petit peu, nous apporter pas mal de réponses à toutes les questions. Nous avons ici, je me rappelle, je vais mettre ton nom de famille, Dimitri Deminenko, voilà, j'arrive jamais. Qui va pouvoir nous parler de tout ce qui est juridique, que ce soit sur les appartements, que ce soit sur un petit peu toutes les activités pour les entreprises aussi qui laissent derrière elles une entreprise qui est peut-être encore ouverte. Voilà. Tout de suite, donc on a évidemment un fil de discussion, nous, avec des questions. Avec Alexandre, on posera des questions à chacun d'entre vous. Mais évidemment, nous attendons aussi les questions des téléspectateurs, quelles qu'elles soient. Si on peut y répondre, on sera les premiers à le faire. Sinon, on vous dira peut-être à qui vous adresser si on ne peut pas le faire. Alexis, est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu la tendance peut-être de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que tu observes, est-ce que les gens partent, ne partent pas, et comment ça se passe, quels sont les gens que tu vois partir? Très bien. Bonjour tout le monde. La tendance depuis maintenant, on va dire 6 jours, c'est de recevoir beaucoup de demandes d'informations. Je ne vais pas dire que c'est incessant, mais presque. Beaucoup de gens nous appellent, soit ils ont mon numéro de portable, ils m'appellent directement, soit c'est à travers la société, les emails. On a soit des personnes qui nous demandent d'avoir un prix tout de suite, et puis on a déjà un prix pour un rapatriement. Un prix pour un déménagement sur la France ou sur l'Europe. Donc on fait beaucoup de cotations en ce moment, et je dirais que sur 10 demandes qu'on reçoit, on en a peut-être un tiers qui est déjà confirmé. Voilà. Les options sont les suivantes. Je ne parle pas de l'aspect commercial, mais les options sont les suivantes. C'est soit je rapatrie ma famille rentre, soit je veux avoir un prix au cas où, et savoir comment ça se passe, et connaître la liste de documents qui sont nécessaires au cas où on fait ce déménagement. Ou alors c'est donnez-moi tout de suite la liste de documents. Je peux vous donner un exemple.
J'ai vu une famille hier matin, on fait l'emballage demain. Donc il y a un certain nombre de cas de ce type. Une question, les gens qui partent, avec qui tu discutes, c'est des gens qui partent parce que leur entreprise leur a conseillé de repartir, c'est des gens qui ont pris des décisions de repartir, c'est des gens qui partent définitivement, qui partent provisoirement. Est-ce que tu as une idée de ça un petit peu? Il y a différents cas de figure. Soit c'est des personnes qui avaient déjà prévu de partir cet été et qui avancent leur départ, ou qui étaient en fin de cycle, qui allaient de toute façon partir cette année, donc ils avancent leur départ. Soit c'est des familles qui, la personne qui est expatriée reste ici, mais la famille rentre. Donc dans certains cas, ils gardent l'appartement où ils sont, mais les affaires partent avec le reste de la famille. Soit ils changent complètement de logement, ou ils vont attendre un certain temps. Ils vont travailler d'un autre pays pendant un certain temps. Il y a plusieurs cas de figure. Concrètement, si moi je veux déménager, donc vider mon appartement, comment ça se passe? Alors là aussi, il y a différents cas de figure parce que tout le monde n'est pas installé de la même manière. Il y a certaines personnes qui nous contactent et c'est des déménagements un peu compliqués dans le sens où il y a beaucoup d'œuvres d'art, des volumes importants. Là, on se déplace et on fait une estimation très précise parce qu'il y a des valeurs en question, il y a des pièces particulières et puis il faut aussi avoir l'autorisation de faire les exports. Et puis sinon, il y a d'autres cas de figure où c'est la famille, les personnes qui déménagent. Je vous dis très vite, voilà, j'ai juste quelques éléments à emballer, où c'est quelque chose d'assez simple, et ça, on fait par vidéo. Donc, mes collègues et moi, en ce moment, on fait plusieurs estimations de cubage en vidéo par jour. D'accord. Et comment ça se passe si on déménage? Ça part par camion? Quelles sont les routes que vous utilisez aujourd'hui pour rapatrier vers la France, par exemple? Alors, essentiellement aujourd'hui, de mon côté, hein, mais bon, il y a peut-être d'autres confrères qui auront d'autres cas de figure. Mais pour moi, essentiellement, c'est des demandes sur l'Europe. Donc, ça va être surtout, c'est aussi dû au type à la clientèle que nous avons, mais c'est essentiellement la France, la Grèce, l'Espagne, la Pologne. Et donc, en fait, ça part en camion. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est des volumes importants et c'est un camion qui est rempli, qui est juste pour cette personne. Mais on a aussi beaucoup de groupages parce qu'il y a beaucoup de demandes de personnes qui ont 10 cartons, 20 cartons. On a même là une dame, c'est 3 valises. Des gens qui ne veulent, enfin, c'est compliqué de prendre tout avec soi en avion, ça coûte très cher. Et donc, c'est des groupages. Et là aussi, il y a plusieurs options, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le déménagement payé par la société et qui se retrouvent dans une situation où c'est compliqué, parce qu'un déménagement, c'est quand même un certain investissement. Donc là, par exemple, on a certains cas, je donnerai l'exemple je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est la France, donc je parlerai plus de la France pour le moment. Mais c'est des cas où c'est des livraisons sur Lille, Amiens, le sud de Paris, Orléans, Lyon. Enfin, il y a vraiment partout en France, Nantes. Donc, on fait partir le camion. Et puis, dans certains cas, c'est des personnes qui nous demandent d'avoir qui ont un budget très réduit. Donc, on positionne le camion pas très loin du domicile, ou si c'est possible, dans la rue où se trouve le domicile, et on ne fait pas de livraison nous-mêmes, les personnes récupèrent leurs affaires. Une question, parce qu'il n'y a pas que du déménagement VIP. Là, aujourd'hui, moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a tout type de configuration, tout type de budget. Et puis, il y a certaines personnes qui nous disent, voilà, moi, j'ai un budget limité, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, oui, c'est possible, on fait un groupage et puis on trouve des solutions économiques. Puis il y a d'autres exemples où c'est des très gros déménagements. Bon, et là, le déménagement est pris est couvert par la société. Le budget est moins un problème. Alors, une question. Aujourd'hui, il est difficilement, c'est pas facile de sortir de Russie. Il y a certaines voies, je parle pour les personnes. Est-ce que
tu as les mêmes problèmes pour les camions. Est-ce qu'il est difficile de sortir de Russie pour acheminer tous ces biens personnels en dehors de la Russie? Alors, la douane est peut-être plus lente, et puis il y a peut-être un peu de congestion, mais il n'est pas impossible de faire un export aujourd'hui en camion. Les camions partent, les camions viennent. Alors vous allez me dire, oui, il y a vraiment des camions qui viennent. Ben, ça nous arrive parce qu'on a aussi d'autres cas de figure, pas forcément des déménagements, mais du fret qui arrive. Donc là, par exemple, on a un cas, ça bouchonne un peu à l'entrée, mais bon, la semaine prochaine, on aura le lot qu'on attend d'Europe. Mais ce qui est devenu compliqué, c'est les coûts de fret explosent parce que je vais vous donner un exemple très concret, sans vouloir non plus. Enfin, il faut prendre une certaine distance par rapport à ça, mais on a un exemple. Hein, j'ai un camion en particulier part semaine prochaine. Le prix du fret n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, certains transporteurs nous disent, voilà, vous n'avez pas de... Enfin, moi, je suis prêt à partir, mais vous me payez aussi le retour parce que je ne suis pas sûr d'avoir de la marchandise quand je reviens. Je ne veux pas revenir à vide. Donc, aujourd'hui, je paye le tour complet. C'est-à-dire, je paye et l'aller et le retour parce que sinon, le transporteur, enfin, le camionneur refuse de placer le camion parce qu'il ne sait pas s'il aura quelque chose pour venir. Donc les prix sont plus importants, mais vu que il y a plus d'options de groupage, on arrive quand même à faire des choses assez économiques. Voilà. Est-ce qu'il y a plus de difficultés au niveau des douanes? Si toute la documentation est en ordre, il n'y a pas de raison que ça soit plus compliqué. Le fait que ce sont des étrangers qui ramènent... Pour le moment, non. Les camions partent. J'ai parlé avec hier encore avec. Enfin, on a différents brokers. Les camions partent. D'accord. Au niveau des délais, est-ce que les délais sont rallongés? Non. Donc là, les situations. Enfin, rallongées. Il est parfois que ça prenne un peu plus de temps parce que c'est du transport international. Et il se passe toujours quelque chose dans le transport international. Mais non, il n'y a pas de difficulté insurmontable. Une question justement sur les délais. Si par exemple quelqu'un veut déménager à partir du jour 1 où il décide de déménager et te contacte, combien de temps ça prend pour avoir un devis, estimer les prix, charger dans un camion, évacuer les affaires? En gros, je ne vais pas répondre de manière classique à cette question. Je vais simplement te donner des exemples. Aujourd'hui, quelqu'un qui m'appelle, il veut avoir des prix tout de suite. Donc, dans certains cas, on fait des prix dans l'heure. Et puis, à partir de là, on a eu des cas où cette semaine, on va voir la famille. Et puis, le lendemain, on emballe. Donc, on a toute une... nous, on a une approche qualitative. Donc, on a augmenté le salaire de tous nos emballeurs pour être sûr déjà qu'ils aient plus de flexibilité. Et en plus, on est capable de faire aussi des emballages tard le soir. Donc, on passe de maison en maison, comme ça. Oui, non, c'est même si il n'y a que 20% de gens qui disent vouloir partir, ça représente quand même une quantité très importante de monde. Et puis, bon, surtout toutes les familles qu'on voit, toutes ne partent pas, mais il y a quand même une grosse partie qui part. Et donc, si quelqu'un m'appelle maintenant, là, j'ai vu quelqu'un hier, aujourd'hui, demain, on l'emballe. Et puis, le camion part mercredi, parce qu'on ne pouvait pas le faire mardi. Et ça met combien de temps? Et ça arrive, ça dépend où ça va en France, Paris, mais on va dire sur Paris. Si le camion part mercredi, la semaine d'après, il le reçoit. Une semaine. Entre 7 et 10 jours. D'accord. Mais par rapport à la situation aujourd'hui, je dirais, c'était comme il y a... Il n'y a rien de particulier, sauf que les volumes ont augmenté et les prix ont augmenté. Et vu qu'il y a plus de demandes, les prix de fret augmentent. Voilà. Mais il n'y a rien qui a changé dans le sens où...
le fret continue à passer. Si c'était un aérien, je vous dirais que c'est très différent. Bon, l'option privilégiée, c'est le camion. Dans certains cas, pour des raisons bien particulières, certaines personnes nous demandent de faire des frets aériens. Mais c'est vraiment, enfin, il y a très peu c'est rare. C'est très rare. C'est évidemment plus cher. Et c'est beaucoup plus cher parce que là aussi, il faut faire un grand détour. Les prix de fret aérien ont complètement explosé. Et puis là aussi, on me donne un prix aujourd'hui. Si j'attends 3-4 jours, le prix peut être différent. Tous les intervenants qu'on a à l'aéroport qui nous donnent du fret, ils me disent mais ce prix-là va changer. Donc bon, avec le camion, il y a un peu plus c'est un peu plus simple parce que une fois que je me suis mis d'accord avec un transporteur pour positionner un camion à telle date, même si c'est 3 ou 4 jours plus tard, il tiendra le prix. Alors que je n'ai pas cette option-là avec l'aérien. Et bon, même si les transporteurs, enfin les camionneurs nous disent attention, s'il y a vraiment un problème, ça changera. Oui, bien évidemment, on le sait bien. Si tout à coup l'environnement changeait complètement, forcément, ça serait autre. Si tu parles de fret aérien, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes que les vols commerciaux au niveau des avions, au niveau est-ce que les vols est-ce que les avions ne volent plus? Non, non, mais de toute façon, il y a plus de vol entre. Je ne vais pas donner de nom, mais on va dire entre une compagnie aérienne française qui vient ici, qui prend du fret, je n'ai plus cette option-là. Je suis obligé de passer par des compagnies du Golfe ou on va dire des compagnies du Sud. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a une question. Bonjour, est-il possible d'organiser un déménagement en n'étant plus sur place et sans rien avoir préparé, au cas où nous partions temporairement et que cela se transforme en permanent? Très bonne question. Alors, oui. Et en fait, on a déjà eu le cas à plusieurs reprises déjà, où la personne n'est pas là. Donc, on nous contacte. Soit on s'arrange pour nous donner les clés. Donc, ça m'est arrivé d'arriver dans certains domiciles qui étaient vides et de faire l'estimation de cubage moi-même avec la personne en vidéo sur WhatsApp ou autre. Et donc, de passer, m'entendre dire, voilà, ça part, ça, c'est pas à nous, etc., etc. Et puis ensuite de faire l'emballage alors que la famille n'était pas là et de mettre tout ça en garde-meuble et puis ensuite de l'envoyer. Oui, ça nous est déjà arrivé et c'est possible. Est-ce qu'il y a des recommandations à faire justement si les gens décident de partir et qu'ils pensent qu'ils vont avoir un déménagement? Qu'est-ce que tu leur recommandes? Dans un cas de figure de ce type, si les gens sont partis déjà, moi j'ai envie de leur dire que il faut rester calme parce que c'est possible. Il y a pas. Enfin voilà, il suffit de contacter la bonne personne. Moi, si vous voulez, ce qui pour moi est particulier dans cette situation-là, c'est que il y a une responsabilité, il y a une confiance qui doit se créer. Donc je comprends très très bien ces cas. Et moi-même, je me sens très impliqué là-dedans parce que les gens doivent me faire confiance et me laissent avoir accès à leur appartement. Donc, à chaque fois que c'est arrivé, on a créé un lien qui était vraiment très fort et ça m'a beaucoup étonné. C'était vraiment c'était très touchant parce bien que solidaire. Hein. Voilà. Mais je pense que parmi les premières recommandations, à mon avis, c'est peut-être de laisser les clés surtout à quelqu'un. Alors, on n'a pas eu de cas, enfin en tout cas moi j'ai pas eu de cas, on m'a dit veuillez contacter un serrurier pour ouvrir la porte parce que c'est chez moi mais il n'y a pas de clé à Moscou. Mais si ça arrivait, on ferait le nécessaire, mais bon c'est un peu plus compliqué. D'un point de vue, peut-être que je poserai après la question, mais d'un point de vue juridique, peut-être qu'on se tournera vers toi. Au niveau immobilier, je pense qu'on a... et voilà, justement. Et pour les documents originaux... il faut une procuration signée originale. Non, je pense que je me tourne plutôt vers toi, par rapport aux documents dont les gens pourraient avoir besoin s'ils ne sont plus sur place pour déménager. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus?
Si les gens ne sont pas sur place, ils peuvent essayer de donner les procurations à quelqu'un en qui ils ont confiance. C'est pas si facile, bien sûr, si les gens sont en France et leur personnes sont ici à qui ils ont confiance. Mais quand même, c'est faisable. Ça peut prendre un peu de temps, quelques semaines, mais c'est faisable. Qu'est-ce que ça nécessite comme document? Je veux dire, si les gens sont sur place et si les gens ne sont pas sur place, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour donner une procuration? Est-ce qu'on a accès à tous les documents? Si vous êtes sur place, il faut, mais vous envisagez de partir, par exemple, et donner le pouvoir à quelqu'un qui reste ici de résoudre toutes vos affaires, il faut visiter un notaire ensemble et signer la procuration chez un notaire. Si vous êtes étranger, il vous faudra votre passeport avec les réductions, mais pour le reste, c'est pas compliqué. Il y a pas mal de notaires dans toutes les villes. Donc ça Je crois qu'il réclame un traducteur aussi officiel, non? Oui, mais c'est pas compliqué. Donc c'est le service qui est proposé partout. Mais si vous êtes en France et vous voulez donner les procurations en France, c'est déjà plus compliqué. Donc vous pouvez soit visiter l'ambassade russe où les consuls effectuent les mêmes fonctions que notaire. Soit, ce qui est encore plus long, c'est faire la procuration chez un notaire en français, après obtenir un apostille, après envoyer ça en Russie et ici faire la traduction. Ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué, ça peut prendre jusqu'à un mois. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix. J'ai parmi nos clients, j'ai un cas où les personnes sont bloquées en France et ils ont ici les dépôts dans les banques russes. Ils veulent reprendre les argents. Malheureusement, ils doivent passer par toutes ces procédures. Et justement, une question par rapport au déménagement. Est-ce que la personne doit être physiquement ici, doit signer quelque chose physiquement, ou tout peut se faire par procuration s'il y a procuration? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de procuration, est-ce que ça pose un problème? Christine ici nous demande, est-ce qu'il faut donner une procuration à la société déménagement ou peut-être à quelqu'un de précis? Est-ce que tu peux répondre? Je dirais tout simplement que si la personne n'est pas là et ne peut pas revenir, il y a un certain nombre de documents à avoir, mais imaginons que certains documents ne puissent pas être... enfin, là, on parle de la procuration, il y a des solutions. Voilà. Il faut comprendre que la procuration est vraiment nécessaire si vous communiquez avec les banques ou les autres établissements. Pour toutes les relations, disons, privées, avec le propriétaire de votre appartement ou avec la société de déménagement. Dans la plupart des cas, la vidéoconférence, l'échange de documents par les scans, ça suffit. Donc, on se résume, les gens décident de partir. Quelles sont, on va dire, peut-être les formalités à faire avant son départ? Alors, admettons, on va faire deux cas de figure, le cas où les gens sont encore ici et peut-être deuxième cas où les gens sont déjà partis. Par rapport, bon, j'imagine déjà à l'appartement, évidemment, peut-être par rapport à son compte en banque, peut-être quels seraient les conseils que tu pourrais donner? Bon, avec les appartements, tout ça dépend de conditions de votre contrat. S'il s'agit d'appartements en location, parce qu'on ne parle pas de propriété, je crois, non? Parce qu'avec propriété, c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr, il faut négocier avec le propriétaire et rompre proprement le contrat. Donc, très franchement, si vous partez sans espoir de revenir, il y a très peu de moyens pour le propriétaire pour essayer de reprendre quelque chose de vous, mais quand même, dans la plupart des gens, ils laissent le dépôt de caution et les autres choses. Donc, c'est plutôt, ils sont motivés de reprendre quelque chose ici de leur propriétaire. Ce qui est peut-être assez compliqué, car bien sûr, les propriétaires ne sont pas très motivés de rompre le contrat en avant et faire retourner leur dépôt. Donc, le conseil numéro 1, négocier. Dans le cas dur, bien sûr, parfois, il faut passer par les juristes, avocats pour essayer de reprendre votre argent, votre dépôt, etc. Excuse-moi, il y a dans chaque contrat un point sur la force majeure. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être considéré comme un cas de force majeure?
J'ai peur que non. La guerre officielle n'est pas déclarée et ne sera pas, je crois. Donc, il n'y a pas je sais pas, de décret présidentiel ou l'ordre du gouvernement russe que voilà, les étrangers doivent être expulsés, quelque chose comme ça. Donc, tout ça est considéré comme un départ volontaire. Dans ce cas, il faut respecter le contrat, ce n'est pas la force majeure. D'accord. Donc, on doit respecter les termes du contrat avec un préavis, avec un préavis, avec dans certains cas possible perte de dépôt de caution. Donc voilà, il faut lire le contrat, le respecter et négocier avec le propriétaire, ce qui est possible. D'accord. Quelles seraient d'autres formalités administratives à faire? Bon, on pense effectivement au compte en banque. Et puis, je pense que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il y a moyen de récupérer les sous qui sont sur le compte, enfin, si les gens sont partis? Est-ce qu'il y a des limites? Bon, vous avez entendu parler, je crois, que pour le moment, tous les transferts vers l'Europe, les autres pays sont très limités, en général, à l'étranger. Donc, la meilleure solution, bien sûr, c'est d'essayer de les reprendre en espèces, cash. Malheureusement, ça est également limité. Donc, aujourd'hui, le plafond pour partir aussi avec en espèces, c'est $10 000. Tiens, pour ça, le micro est coupé. D'accord. Donc, attention, si avant c'était $10 000 sans déclaration et ce qui est hors de ce plafond, vous pouviez juste le déclarer. Aujourd'hui, c'est le plafond, c'est le cap, donc c'est seulement $10 000. Et dans ce montant, donc il faut comprendre qu'on va inclure toutes les roubles et les autres devises que vous avez avec vous. En général, ça ne doit pas être plus que $10 000. Donc, si vous êtes 2 ou 3 dans la famille, donc 20 ou 30, mais pas plus. Faire les virements vers le compte étranger, pour le moment, c'est limité. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, après le blocage des actifs de la Banque centrale, c'est le but principal, c'est de garder au maximum les devises étrangères en Russie. C'est pourquoi ce sera assez difficile de justifier n'importe quel virement vers l'étranger, quelqu'un qui soit. Donc, mais par contre, les virements il est interdit de faire le virement vers votre propre compte, mais pas encore interdit de faire le virement, par exemple, vers le compte de votre épouse. Donc, je connais les cas quand les gens ont réussi de le faire. Russe, française, peu importe, mais c'est un compte d'autres personnes, c'est ce que je veux dire. Dimitri, tu mentionnais le fait que ce soit 10 000 par personne. Ça s'applique aux majeurs et aux mineurs aussi, si c'est des enfants mineurs? A priori, oui, ça s'applique aux mineurs, mais certains douaniers peuvent croire autrement, donc il faut être prudent. Il y avait un point donné par Françoise Régard. Il faut faire un quitus fiscal et obtenir un courrier du fisc disant que vous étiez résident fiscal russe. Vous en aurez besoin pour le fisc et les banques françaises. Alors, ce n'est pas une question. Est-ce que tu confirmes cela par rapport à... C'est les questions déjà plutôt fiscales et franchement, c'est un peu trop compliqué pour le répondre tout de suite et très rapidement parce qu'il y a plusieurs nuances. Donc, en Russie, il y a le statut de résident fiscal et le résident dans le contexte de devises étrangères. Donc, ce sont les statuts différents. Il ne faut pas les confondre. Donc, je crois qu'il vaut mieux considérer chaque cas concret dans la situation concrète. Non, c'est bon. Autre question, je reviens sur les contrats peut-être de travail avec les entreprises. Comment ça se passe, comment ça va se passer, ou qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que les gens doivent déposer peut-être leur démission, ou est-ce que tu vois une tendance? Franchement, pour le moment, je ne vois pas de tendance.
Il y a certains cas particuliers, mais je ne peux pas parler d'une vraie tendance. A priori, si vous partez par l'ordre de votre société, la société doit régler cette question. Donc, si vous êtes démissionné, donc il faut comprendre de motifs de démission, de licenciement. Dans certains cas, la société doit vous payer pas mal de compensations. Si la société insiste que vous-même déposez la demande de licenciement, c'est la violation. Donc, il faut vous avez le droit de déposer la plainte. A priori, si votre employeur insiste que vous partez de Russie, et c'est ce que signifie le fin de votre contrat de travail, vous pouvez obtenir, je ne sais pas, dans certains contrats, ça peut être prévu plus, mais conformément à la législation russe, c'est de 4 jusqu'à 5 salaires. Voilà. Et ça, je parle plutôt des grands groupes. Si on parle des TPE, PME, c'est déjà plus compliqué. Du coup, si on parle de départ des entrepreneurs, donc des fondateurs, des dirigeants des petites sociétés. Dans ce cas, il faut quand même penser comment vous allez clôturer votre business en Russie. Il faut engager la procédure de liquidation officielle qui peut prendre jusqu'à 6 mois. Donc, c'est pas si facile de juste laisser partir. C'est pas vraiment, il y a pas mal de particularités et du coup, si vous envisagez un jour revenir, il faut être très prudent et nettoyer tout, disons comme ça. Une question sur les visas, donc les entrepreneurs français qui seraient en Vidna Jitelstra, donc en permis de résidence ou en RVP, en permis de séjour. S'ils restent dehors plus de 6 mois, théoriquement, ces documents sont annulés. Et si c'est des VKS, par contre, les visas de travail pour travailleurs hautement qualifiés, là, on peut passer plus de 6 mois, mais garder le visa. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, ça je peux confirmer que, bon, peut-être comme dans l'époque de Covid, on aura certaines exceptions. Pour le moment, c'est encore trop de dire, mais peut-être le gouvernement russe donnera certains droits d'exception pour les situations comme ça. Mais a priori, ceux qui ont le permis de séjour permanent, vraiment s'ils passent plus de 6 mois hors de Russie, ils vont perdre ce statut. Mais pour le VKS, oui, les VKS peuvent résider hors de Russie. Et une question pour les VKS, s'il reste plus de 6 mois hors du territoire, le statut fiscal reste le même? Oui, le VKS c'est un cas exceptionnel. Vous savez que pour obtenir le statut VKS et le statut de résident fiscal russe par la voie d'obtention de VKS, il ne faut pas passer 180 jours en Russie. Donc, depuis la première journée, vous êtes déjà un résident fiscal russe et vous restez même si vous êtes hors de Russie. C'est pour le moment. Je ne suis pas un clairvoyant, je ne peux prédire si peut-être ça sera changé, mais pour le moment, je ne vois pas de n'importe quel indice que ce soit annulé ou changé. Une question qui nous est posée là-dessus. Les VKS, c'est une question de Vassili, les VKS peuvent résider en dehors de Russie plus de 6 mois, même si le contrat de travail est rompu ou pas? Si le contrat de travail est rompu, vous n'êtes plus en VKS. Ouais. Il y avait des questions sur les animaux. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Je ne sais pas si tu as des réponses par rapport à ça, mais effectivement, c'est un petit peu compliqué de ramener son animal domestique. Alors, est-ce qu'on peut en parler en ce moment? Et peut-être que, je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as des solutions à apporter. Je laisse d'abord la parole à Dimitri, puis après... Les animaux, les chats, les chiens. Les chats et les chiens, donc juste les renseignements généraux, il faut avoir tous les vaccins nécessaires, le certificat vétérinaire juste pour passer la douane. Pour le reste... Il faut qu'il soit accompagné de... Bon, je ne connais pas un seul chat qui a traversé la frontière lui-même. Non, mais aussi, il y a dû y en avoir. Sans les maîtres, est-ce que les chats et les chiens peuvent être rapatriés?
sans les mettre transport d'animaux en aérien, je n'ai pas eu de cas, on va dire, dans les 15 derniers jours, même un peu plus. Mais bon, on a posé la question à divers intermédiaires à l'aéroport. Pour le moment, tout fonctionne. Donc, c'est possible. Après, il faut regarder sous quel... il faut regarder les détails, mais a priori, tout fonctionne, normalement. Pas de différence par rapport à ce qu'il y avait avant Si, il y a une différence, parce que là, on est obligé de contourner l'Europe et de prendre d'autres compagnies aériennes. C'est-à-dire, a priori, j'aurais pris le chemin le plus direct. Là, on est obligé donc, c'est des vols plus longs pour les animaux, ça c'est sûr. Ce qui est moins agréable pour l'animal de compagnie. Oui, effectivement, ça c'est plus compliqué. Mais ça fonctionne toujours. La chose, moi, personnellement, qui me dérange dans ça, c'est que voilà, on fait un voyage beaucoup plus long et beaucoup plus éprouvant pour l'animal. Mais en même temps, bon, dans ma carrière dans le transport international et le transport d'animaux domestiques, bon, ça m'est déjà arrivé de faire des transports très très longs parce que on était en Europe et on envoyait des animaux, par exemple, en Asie. Mais voilà, donc aujourd'hui c'est plus long, puis il faut forcément faire un stop puisqu'il faut que l'animal transite pour prendre un autre vol. Donc c'est pas idéal, mais c'est possible. D'accord. Parmi alors c'était d'autres questions que nous avions reçues auparavant, mais je ne sais pas si vous avez les réponses. Peut-être que mon collègue Stéphane est à côté. Il existe, quand on rentre en France, une aide de l'État pour pouvoir se faire accompagner donc, par des sociétés de relocation, non seulement sur toutes les solutions administratives, quelles qu'elles soient. Je pense que ça peut se faire aussi par l'UFE, je pense. J'ai pas de réponse, mais je lance un petit peu une bouteille à la mer si quelqu'un a une réponse à faire soit sur le truc. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Bonjour. Il y avait un système qui existait, c'est à vérifier s'il est encore actuel, ça s'appelait Mobilipass, et c'était effectivement une aide qui était versée aux Français qui revenaient en France dans le cadre d'une mutation professionnelle, et donc qui bénéficiaient d'une aide financière pour toutes les formalités de recherche d'appartement et d'installation. Et ça passait ça pouvait être facturé au 1% logement via des sociétés de relocation donc, qui proposent ces prestations. Donc, recherchez sur Internet, il y a un site qui s'appelle Mobilipass, PA2S, et là, vous trouverez des informations sur ce type d'aide. Tu veux dire quelque chose? On a une question qui est un peu spécifique. Quels sont les services à qui se référer si insécurité sur place? Je ne sais pas trop si on peut y répondre aujourd'hui. C'est ce qu'on avait vu avant. Ambassade ou la police locale, je ne sais pas. On avait reçu effectivement quelques questions auparavant, mais malheureusement, on n'a pas les réponses pour tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme question? Alors, ah oui, effectivement, concernant les véhicules, que faire si on laisse sa voiture ici? Sortir de Russie avec sa voiture, quelque chose à faire au préalable, des amendes à régler ou des choses comme ça. Est-ce qu'il est possible de faire sortir sa voiture sans être présent sur place? Sous quelles conditions? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Juridique peut-être ou Si la personne n'est pas sur place? Oui, admettons que la personne n'est pas sur place. À peu près la même histoire. Vous allez trouver un chauffeur, lui confier le droit d'utiliser votre voiture par procuration et en effet, il peut l'amener au minimum jusqu'à frontière.
Le problème, c'est ce que pour les Russes, pour le moment, les Russes, c'est encore les conséquences de Covid, les Russes ne peuvent pas traverser la frontière par voiture, sauf les certaines exceptions. Donc peut-être il faut également engager les sociétés de déménagement ou quelque chose comme ça pour la faire sortir par camion. Voilà. Donc juridiquement c'est possible, physiquement ça sera un peu difficile. Les plaques d'immatriculation. Bon, les plaques russes, pas de problème pour sortir de Russie avec les plaques russes. S'il s'agit de voitures avec les plaques françaises, ça suppose que ça a été dédouané ou avec le statut de peut-être dans временный ввоз, entrée temporaire ou quelque chose comme ça. Dans ce cas, il y a certains délais qu'il faut respecter. Et pour le moment, bon, peut-être, car vraiment la situation n'est pas stable et on ne comprend pas où ça ira. Peut-être, comme c'était toujours avec Covid, après, tous les délais seront prolongés. Pour le moment, on ne parle pas de ça. Le délai de ce dédouanement temporaire, je veux dire. La chose la plus importante, c'est d'avoir les documents originaux de la voiture. Sinon, le déménageur ne pourra pas faire l'export. Moi, j'avais entendu dire que DHL ne fonctionnait plus. Hein. Bon, bah, si DHL fonctionne. DHL, pas UPS, non, mais les autres, ils ont commencé avant d'arrêter, mais DHL, ils ont arrêté hier. En fait, ils ont arrêté d'envoyer les documents vers la Russie. Je peux finir par rapport à ce que tu disais. Il est possible d'envoyer une voiture. À partir du moment où les gens, tu as la carte grise, la voiture peut être. À partir du moment où tu as la carte grise, la voiture peut être envoyée par n'importe quel moyen. Il n'y a aucun problème. Une fois qu'on a les documents originaux du véhicule, on peut envoyer la voiture. Ouais. Quelle que soit la plaque d'immatriculation. Quelle que soit la plaque d'immatriculation. Enfin, je n'ai pas tous les cas de figure, mais a priori, oui, aucun souci. Question peut-être pour Dimitri. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités russes continuent à délivrer des visas de travail aux étrangers? TVKS, est-ce que les RVP, est-ce que les permis de séjour résidence, est-ce que cette dimension administrative continue ou pas? Disons comme ça, je n'ai pas entendu que ça a été arrêté. Voilà. Et contrairement également, l'ambassade française continue à délivrer les visas Schengen. Mais bon, sachant en général la manière de travail d'administration russe, je ne prévois pas que ça sera arrêté. Quand même, hormis les Français, il y a pas mal d'autres pays, je ne sais pas, Tadjikistan, Ouzbékistan, Chine, etc., qui ont également besoin de visas de travail et de permis de travail. Donc, je ne crois pas que ça sera arrêté. Pour autant que je sache, ça fonctionne, mais rien n'est stable aujourd'hui. Donc, il faut suivre les actualités. En parlant d'actualité, ça nous vient à l'instant même? Vraisemblablement, oui. Le gouvernement, c'est le Figaro qui publie que le gouvernement invite les groupes français à ne pas quitter la Russie dans la précipitation. Un bon point, peut-être? Un demi-bon point. Demi-bon point. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des questions que nous avions, nous, notées. Est-ce que vous en avez d'autres parmi les téléspectateurs? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des questions? Peut-être des gens qui ont des questions dans la salle? Si une question, on va juste peut-être tourner la caméra et donner le micro. Oui, j'avais un billet de retour qui était prévu pour vendredi prochain avec Lufthansa. Évidemment, il a été annulé et j'ai été remboursé, même pas de la moitié. Enfin, j'attends toujours d'être remboursé d'ailleurs. Et maintenant, les options qui me restent sont à des prix mais abominables.
Donc, est-ce qu'on peut espérer une aide du gouvernement pour justement nous aider à rentrer? Parce que franchement, là, on est victime de la géopolitique. Je ne pense pas qu'on a les réponses aujourd'hui. Eh oui. Il y a une question là, c'est intéressant. Sur les étudiants. Alors, je vais lire la question. Selon vous, est-ce que les étudiants français présents actuellement en Russie dans le cadre de la mobilité internationale dans des universités russes, peuvent rester sur place? À mon avis, oui, s'ils souhaitent. Il n'y a pas officiellement de raison pour quitter le pays. Je peux parler de notre propre expérience. Nous avions effectivement un bon nombre d'étudiants qui étaient logés dans nos appartements. Ils ont reçu en fait de leurs écoles en France une sorte, oui, finalement, d'obligation à rentrer. Et je pense que ça a été le lendemain en fait du 23 février. Donc une bonne majorité sont rentrés. Certains ont voulu rester, certains sont restés, très peu, je le sais. Maintenant, je pense que, si j'ai bien compris, la première annonce du ministère des Affaires étrangères était de dire que les gens de passage devaient rentrer, que ce soit des touristes, des étudiants. Donc, je n'ai aucun chiffre et je ne sais pas si il y en a encore qui restent. Il y a une suite à cette question, effectivement. Et pour l'année universitaire prochaine, eh bien, c'est une très grande inconnue. Je pense que durant le Covid, de toute façon, ça avait été arrêté tout ça. Juste un retour d'expérience là-dessus, pour avoir discuté récemment avec une étudiante française à Kazan. Les étudiants français à Kazan sont tous partis, mais il reste une étudiante française. Donc, il y a des gens qui restent et qui apparemment, on ne leur a pas annulé leur visa étudiant de la part des universités russes. Il n'y a pas d'annulation des visas. Encore une fois, les recommandations au départ sont des recommandations, il n'y a pas d'obligation. Enfin, je crois que c'est clair. Donc, c'est un choix personnel. Les entreprises accompagnent les rapatriements, mais elles ne les imposent pas en fait. Peut-être aussi la partie française annule le programme de change, c'est une chose. S'ils cessent les paiements, tout ça, c'est une chose, peut-être c'est la raison pour partir. Mais s'il s'agit des étudiants en général dans les universités, du coup, qui font leurs études pour leur propre compte, je ne vois pas pour le moment de raison de la part de l'administration russe ou des universités russes. Non. En général, c'était toujours jusqu'à bout, jusqu'au dernier moment, l'administration russe fait toujours semblant que tout est bien. Une autre question qui vient d'arriver. Une personne de nationalité russe mariée avec un Français et possédant un visa Schengen ne peut pas sortir de Russie par voie terrestre. Je pense pas que ce soit, enfin, je pense pas qu'on puisse nous répondre à ces questions-là parce qu'elles sont un petit peu en dehors du sujet, de notre sujet d'aujourd'hui. Je vous invite à garder ces questions-là et à les poser aujourd'hui à 17h30, à partir de 17h30, durant le briefing organisé par la Chambre de commerce avec la bande Emmanuel Kidet, Arnaud Dubien, qui sont juste, je ne vais pas tous les nommer, Igor Delanoë, Pavel Chinsky, qui sont juste incroyables de nous faire ça tous les jours. J'avoue que je tiens à nouveau à remercier vraiment la Chambre de commerce parce que je pense que ils font un boulot très très sympa. C'est pas des magiciens, mais est-ce que voilà, quelqu'un a répondu sur le groupe avec un lien, vous pourrez cliquer dessus pour avoir la réponse. Aujourd'hui, enfin, si on peut résumer un petit peu cette intervention, de ce que je comprends, il n'y a pas grand changement par rapport au rapatriement des biens personnels. C'est juste un petit peu plus cher et peut-être un petit peu plus long et encore sur l'Europe, mais en tout cas, ça fonctionne. Il n'y a pas de restrictions. Et j'espère qu'il n'y en aura pas futur. En tout cas, il y a des gens ici qui restent sur place si vous êtes déjà partis pour vous assister dans toutes les réponses que vous pouvez avoir. Voilà. Je crois qu'on a fini. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Et on fera peut-être un autre comité prochainement, je ne sais pas, à voir. Merci, au revoir.